Je vous présente donc nos deux invités suivants. Fabrice Arfi, qui est donc journaliste d'investigation. Il y en a encore à Mediapart. Enfin, il y en a à Mediapart, mais il y en a encore aussi ailleurs. Alors, comme tout le monde, vous le connaissez tous, puisqu'il a fait des misères à votre ministre de tutelle, à un de vos ministres de tutelle. Dont les consternantes aventures sont toujours, je crois, à lire dans les bonnes librairies, y compris de gare. Hein. C'était en bloc et en détail l'affaire Cahuzac. Voilà. À côté, il y a Charles Prats, qui est ex-magistrat. Toujours magistrat, pardon, excusez-moi, je vous avais mis à la retraite avant. Ex-inspecteur des douanes, c'est ça, pardon, excusez-moi. Et membre du Conseil supérieur de l'information et de la recherche stratégique. Alors, on va commencer peut-être par une de vos interventions, parce que comme vous êtes particulièrement pointu en droit, vous allez, on le souhaite, vous allez nous expliquer peut-être en quoi le code des douanes est ou pas un outil encore qui permet de lutter contre la fraude, etc., etc. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Ça marche comment ? Ça marche. Voilà, quand je disais des bêtises, donc on m'entendait. Bonjour d'abord. Alors ça me rajeunit un petit peu d'être ici, parce que ça doit faire 12 ans que je n'ai pas fait d'intersyndicale douanière. La dernière fois, c'était pour le mouvement sur la bonif d'ancienneté de la SURV, et je crois que Sauter avait sauté, si mes souvenirs sont exacts. Mais bon. Donc ça me rajeunit, je vous remercie de m'avoir invité. Donc le sujet de la table ronde, c'est la lutte contre la fraude, un enjeu de justice fiscale et sociale, un impératif pour assurer la concurrence loyale. Je vais commencer peut-être par vous saouler un petit peu avec des chiffres, mais je pense que le cadrage macro est important en la matière pour bien avoir en tête un certain nombre de choses. Quand on parle de fraude fiscale, fraude aux finances publiques, il y a plusieurs sources d'évaluation. D'ailleurs, il va y avoir un débat qui va se développer, à mon avis, dans les jours qui viennent, vu ce qui est sorti dans Le Monde ce matin. La fraude fiscale est évaluée à 25 milliards d'euros par la Cour des comptes dans le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires en 2007 et jusqu'à entre 60 et 80 milliards d'euros par le syndicat solidaire finances publiques. Donc, c'est l'évaluation du principal syndicat des impôts. Voilà. Ça, c'est pour le cadrage fraude fiscale. Pour revenir à ce qui s'est passé ce matin, il semblerait, selon les chiffres de la Commission européenne, que le tax gap TVA pour la France soit de 32 milliards d'euros. Alors c'était quelque chose qui circulait dans les couloirs depuis quelques mois, on était un certain nombre à être au courant. Manifestement, il y a des États membres qui ne voulaient pas que ce chiffre sorte, il est quand même sorti ce matin. Donc ça va être intéressant de voir d'ailleurs quel va être le développement de communication autour des explications sur ce manque à gagner TVA, puisque là on ne parle plus de 10 milliards d'euros de fraude TVA comme avant, mais on parle de 32 milliards. Ça commence à faire beaucoup. La fraude sociale, une vingtaine de milliards d'euros selon les rapports parlementaires, ce serait peut-être plus vers les 50, mais ce n'est pas le sujet du jour, sinon je sens que je vais fâcher dans la salle. Et la fraude douanière, on n'a pas d'évaluation statistique de la fraude douanière. La seule chose qu'on peut dire instinctivement, et moi qui suis un ancien enquêteur des contributions indirectes, c'est que la fraude aux assises, et au droit d'assises, est particulièrement importante, peut-être plus d'ailleurs que la fraude au droit de douane en tant que tel, notamment en matière de trafic d'alcool et de taxe intérieure, enfin ça s'appelle plus la TIPP, mais donc de tabac et de produits pétroliers. À côté de ça, de ces chiffres très importants sur la fraude, puisque moi, ma position, c'est de dire que la fraude aux finances publiques, tout compris, c'est à peu près une centaine de milliards d'euros par an, et je pense qu'avec les chiffres sortis ce matin sur la TVA, on s'en rapproche prestement. Il faut regarder la situation des finances publiques. La situation des finances publiques, c'est quoi ? Prenons la loi de règlement, parce que les lois de finances valent ce qu'elles valent, ce sont des évaluations. Les lois de règlement, ce sont des années constatées, ce sont des exercices constatés. La dernière loi de règlement, c'est celle du 25 juillet, si je ne m'abuse, 2013, donc elle est assez récente. Sur le budget général, elle constate 299 milliards d'euros de dépenses au budget général pour 211 milliards de recettes. Donc un déficit budget général de 88 milliards d'euros à l'année. Quand vous le rapprochez au montant de la fraude, immédiatement, ce qui vient à l'esprit, c'est de se dire, si on limitait un petit peu plus la fraude dans ce pays, on réglerait une bonne partie du déficit budgétaire. Il y a des tas de gens qui vous diront, mais non. Moi, je fais partie des gens qui vous disent, mais si.
Voilà. Ce qui est beaucoup plus intéressant quand on regarde ces chiffres, recettes-dépenses, c'est qu'on vous présente toujours la situation du pays avec des pourcentages de déficit, le critère de Maastricht, le sacro-saint 3%, les 5%, etc. de PIB. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de regarder le taux de couverture des dépenses par les recettes. Et là, on s'aperçoit de quoi? C'est que l'État, en France, couvre à peine 70% de ses dépenses par ses recettes. Voilà. Ça, c'est la réalité. Quand vous reprenez l'actif net de l'État par rapport au passif, par rapport aux dettes, 950 milliards d'euros d'actifs nets, 1860 milliards d'euros de dettes, la dette de l'État, c'est le double de l'actif de l'État. Donc, en clair, la France, elle est dans quelle situation? La France est dans la situation d'un ménage qui dépenserait 3 000 euros par mois en gagnant 2 000, tout en ayant 200 000 euros de dette à la banque avec une maison qui en vaut 100 000. La France, aujourd'hui, c'est ça. Voilà. Et ça, il faut en avoir conscience. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'urgence aujourd'hui, c'est les finances publiques et c'est tout faire pour réduire ce déficit et cette dette. Alors, une fois qu'on a dit ça et qu'on part du postulat qu'il faut lutter contre la fraude, parce que c'est l'une des voies les plus sûres et les plus justes de lutter contre les déficits budgétaires, et beaucoup plus qu'une augmentation des prélèvements ou qu'une baisse des prestations, quelles sont les fraudes principales? Immédiatement, je vous l'ai dit tout à l'heure, 32 milliards selon la Commission européenne sur la TVA. Bien entendu, la principale fraude en France, c'est la fraude à la TVA. Même si vous aurez des tas de gens qui vous diront éventuellement le contraire ou qui essayeront de détourner le tir sur d'autres cibles, la principale fraude fiscale en France, c'est la fraude à la TVA. Et je dirais même jusqu'à dire c'est l'escroquerie à la TVA. Voilà, je parle sous le contrôle des gens du SNDJ qui font ça quotidiennement, mais ça c'est une réalité. C'est une réalité qui a été plus ou moins occultée depuis un certain nombre de temps, mais avec la sortie du chiffre de l'Union européenne, de la Commission européenne, il va bien falloir qu'à un moment donné, on regarde les choses en face et qu'on prenne le taureau par les cornes. On parle de plus de 30 milliards d'euros par an de taxe gap en TVA. Voilà. La TVA, autre type de fraude qui a été un peu mise en lumière, notamment grâce au travail de Fabrice Arfi et de Mediapart, dans le cas de l'affaire Cahuzac, ce sont les comptes bancaires planqués à l'étranger. Là-dessus, il faut rendre hommage à Antoine Payon et à son livre donc, qui était sorti l'année dernière, les 600 milliards qui manquent à la France, puisque lui évalue à peu près à 600 milliards d'euros le montant des avoirs non déclarés qui sont situés à l'étranger. Donc là aussi, on a un véritable gisement de lutte contre la fraude. Un troisième type de fraude, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est un petit peu technique. Ça, la presse, si on lui en parle, les gens ils vont regarder avec des gros yeux comme ça parce qu'ils ne connaissent pas, ce sont les droits d'assises au niveau des contributions indirectes. Et effectivement, même si la France, à mon époque, était surtout un pays de transit pour les cigarettes et l'alcool, malgré tout, avec l'augmentation des droits d'assises, notamment sur le tabac, la France va devenir de plus en plus un pays qui va être la cible, et son budget va être la cible de fraude en matière de droits d'assises. Quatrième gisement de fraude, les montages frauduleux. Tout ce qui va être un montage qui dépasse l'optimisation fiscale, qui est légale, je le rappelle, mais qui vont basculer dans l'abus de droit et dans la fraude, avec la complicité active d'un certain nombre de professionnels spécialisés en la matière. Et cinquième item sur lequel il est possible de travailler parce que les montants sont très importants, c'est le trafic d'espèces, le trafic de cash, l'argent liquide qui circule. Il y a eu un petit peu de publicité autour de ça il y a une dizaine de jours. Je pense que vous avez vu ce qui s'est passé avec l'article du Parisien sur l'augmentation des constatations de MOD depuis la fin de l'année dernière. Il faut savoir qu'à côté de ce qui est déclaré, on a, normalement, dernière année, je crois en 2012, on est à 2,2 milliards d'argent liquide qui a été déclaré par contre, qui n'a pas été saisi en MOD, mais qui a été déclaré au CETIS, qui rentrait et qui sortait. La question, c'est qui contrôle cet argent liquide? La réponse est personne. Voilà. Donc, une fois qu'on a ciblé les fraudes sur lesquelles on peut travailler, la question, c'est qu'est-ce qu'on utilise comme contre-mesure en face? Et la question qui viendra immédiatement derrière, c'est qui est le mieux placé pour mettre en œuvre ces contre-mesures. Alors, on va tout reprendre dans l'ordre. Je suis assez basique comme garçon, donc je vais prendre les choses comme ça. La TVA. La TVA, est-ce que le système actuel de lutte contre la fraude à la TVA est efficace, est efficient et performant? Je laisse chacun d'entre vous apporter la réponse qu'il souhaite. Je crois qu'il serait intéressant d'avoir le taux de recouvrement de la TVA fraudée constatée par la Direction générale des finances publiques lorsqu'on est en phase de réseau d'escroquerie. Je ne parle pas de l'entreprise qui fait un peu de cavalerie TVA, là, je parle vraiment des réseaux d'escroquerie structurés. Il me semble que le 1% ne doit pas être atteint, ou on est à peine à ce niveau-là. Donc en clair, l'argent, une fois qu'il est volé, on ne le voit plus. L'affaire Blue Next et les quotas carbone, pour ça, c'est assez impressionnant. Rapport de la Cour des comptes, le délai
de réactivité du contrôle fiscal en matière de fraude TVA aujourd'hui en France, c'est 18 mois. C'est-à-dire que quand vous êtes en face de gars qui ont structuré leur organisation, quand la DGFiP va se rendre compte qu'il y a un problème entre le moment où elle va réagir et le moment où la mise en recouvrement va être faite, c'est 18 mois. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui font un petit peu de carrousel TVA ou de fraude TVA, mais voilà, il y en a en face de moi. 18 mois, on rigole, voilà, tout le monde est roulé par terre de rire, les fraudeurs les premiers, parce que ça fait belle lurette qu'ils sont partis. Donc le système, effectivement, ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas parce qu'en France, on attend que le fraudeur ait fraudé avant d'aller le chercher. Les Belges, eux, ils ont traité le problème différemment. Ils ont résolu le problème escroquerie TVA, pas forcément fraude TVA, mais escroquerie TVA. Je vais vous expliquer comment après. Moi, la proposition que je fais depuis un certain temps, il n'y a pas besoin de changer la loi, c'est de changer le paradigme et de changer de méthode de travail. En matière de terrorisme, en France, vous savez comment ça fonctionne, on essaye d'arrêter le terroriste avant que la bombe n'éclate. Bon. Là, ce qu'il faut faire, c'est arrêter le fraudeur avant qu'il ait fraudé. Parce qu'en matière d'escroc TVA, si on l'arrête après qu'il ait fraudé, l'argent, on ne le revoit plus. Alors, on va éventuellement attraper le fraudeur ou ses prête-noms, mais le pognon, on ne le verra plus. Bon. Donc, il faut trouver un moyen d'attraper le fraudeur avant qu'il ait pillé les caisses de l'État. Alors ça existe en droit français, c'est pas très compliqué. C'est une incrimination qui s'appelle l'association de malfaiteurs. Et est utilisée en matière de terrorisme. On peut tout à fait l'utiliser en matière de fraude de finances publiques. Et donc, combiner l'association de malfaiteurs avec l'escroquerie en bande organisée, donc escroquerie à TVA, parce que ça permet de rentrer dans le dispositif PERBEN 2, criminalité organisée. Ça concerne surtout la douane judiciaire, puisque c'est elle qui met ça en œuvre au quotidien. Mais si vous voulez, dans l'esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un signal faible d'un réseau de fraude qui est en train de se monter, soit une déclaration de soupçon TRACFIN, soit un aviseur qui vous dit que tiens, il y a un gars qui est en train de monter un réseau, etc. Bref, dès que vous avez l'information, vous judiciarisez tout de suite, vous ouvrez une enquête, soit en prélim, soit en ouverture d'infos. Vous travaillez en judiciaire, vous faites des écoutes, des filatures, éventuellement des infiltrations si vous faites du PERBEN 2, et vous attendez le premier mois, les déclarations CA3, et à partir du moment où, au bout du premier mois d'activité de la société cible, la société n'a pas fait sa déclaration de CA3, vous avez tous les éléments constitutifs de l'association de malfaiteurs qui sont réunis. Voilà. Vous avez eu votre enquête qui a déterminé que les gars étaient en train de monter un réseau de fraude, et en plus, vous avez, à la fin du mois, le fait qu'ils n'ont pas fait leur déclaration de CA3, ils n'ont pas payé leur TVA. Là, bam, vous tapez en association de malfaiteurs, vous interpellez. Alors évidemment, vous allez travailler sur le réseau très en amont de la fraude, au tout début. Évidemment, il n'y aura pas beaucoup d'argent fraudé. Évidemment, vous n'aurez pas des condamnations judiciaires très importantes. Vous n'aurez pas 10 ans de prison sur des gens qui se font interpeller au tout début. En revanche, vous aurez un résultat qui est très intéressant du point de vue des finances publiques, c'est que vous aurez bloqué le réseau avant qu'il ait piqué l'argent. Voilà. C'est-à-dire que plutôt que de partir en recouvrement, vous aurez évité que l'argent soit volé. Ce qui, à mon avis, est quand même beaucoup plus efficace. Ça, c'est ma position. Là, il n'y a pas besoin de changer la loi. Il suffit de changer la manière de travailler. Voilà. Je ne suis pas certain que ce soit quelque chose qui soit tout à fait dans l'optique de la Direction générale des finances publiques. J'avais eu une réunion en 2008 là-dessus, quelques mois avant l'affaire Blue Next, où ils avaient refusé absolument de travailler comme ça. 3 mois après, c'était l'affaire des quotas carbone. Le caprice de la DGFiP sur ce coup-là nous a coûté 1,5 milliard. Je referme la parenthèse. Parce que sinon, on aurait bloqué l'affaire au mois d'octobre-novembre, voilà, puisqu'on avait déjà la déclaration de soupçon TRACFIN, et on n'aurait pas attendu le mois de mai pour que la France supprime un impôt, parce qu'elle ne savait pas comment lutter à la fraude contre cet impôt. Voilà. Bon. Je vous renvoie vers vos collègues du SNDJ si vous voulez avoir une petite explication de texte sur l'affaire des quotas carbone. Autre item très important, donc là on parlait de la fraude à la TVA. Pour mémoire, les Belges, c'est comme ça qu'ils travaillent. Les Belges travaillent comme ça, judiciarisation ab initio, création d'une brigade conjointe au sein de l'APJ avec des inspecteurs de l'inspection spéciale des impôts, utilisation d'un logiciel de détection précoce qui leur permet de travailler sur des transactions suspectes au bout de 15 jours, c'est-à-dire qu'ils ont un délai de réactivité de 15 jours, les Belges, 2 semaines. Moralité, c'est paru dans des revues universitaires, ils ont divisé par 40 le montant des escroqueries à la TVA en 5 ans. Voilà. Les Belges peuvent le faire, je ne vois pas pourquoi la France ne pourrait pas le faire, d'autant plus que juridiquement parlant, on a déjà les textes de loi, il n'y a rien à changer. Les comptes bancaires à l'étranger. C'est un aspect qui est intéressant, puisque si on en croit le travail d'Antoine Peillon, on a 600 milliards d'euros qui dorment à l'étranger. Alors là-dessus, il y avait une proposition, pareil, à droit constant, qui était faite, on pourrait faire des petites améliorations, qui n'a pas été suivie. La détention clandestine de comptes bancaires à l'étranger, il faut savoir qu'elle s'appréhende selon 3 incriminations différentes. La détention de comptes bancaires à l'étranger, elle est sanctionnée par le Code général des impôts d'une amende fiscale qui a été un petit peu augmentée dans les dernières lois
avec une pénalité maintenant proportionnelle qui monte, etc. Mais à l'époque, il n'y a pas très longtemps, à l'époque du livre et de l'affaire Cahuzac, c'était 1 500 € d'amende, la détention d'un compte bancaire étranger, éventuellement portée à 10 000, si je me rappelle bien, si le compte était dans un paradis fiscal. À côté de ça, elle est également réprimée par une amende de 750 €, quel que soit le montant sur le compte, qui est prévu au Code monétaire et financier. Ça va être le L152-1 ou 2 du Code monétaire et financier, mais je vous renvoie à Légifrance si vous voulez vérifier tout ça. Et accessoirement, vous avez une troisième petite incrimination qui est prévue au Code des douanes, c'est l'article 459 du Code des douanes. Alors là, j'en appelle à la mémoire des vieux, de la vieille, de ceux qui faisaient encore du contrôle d'échange dans les années 70-80, jusqu'en 87, quelque chose qui n'a jamais été abrogé. L'article 459 du Code des douanes réprime toutes les infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger. Et, au miracle, l'obligation de déclaration des comptes à l'étranger, elle est dans le chapitre relations financières avec l'étranger du Code monétaire et financier. Donc, n'importe quel juriste va vous dire, bah oui, donc la non-déclaration d'un compte à l'étranger est prévue et réprimée selon les dispositions de l'article 459 du Code des douanes. Et là, on passe pas du tout, on n'est pas à 750 € d'amende ou à 1 500 € d'amende ou que sais-je, ou 10 000. Là, on est dans la répression douanière classique, 5 ans de prison, une amende comprise entre 1 et 2 fois le montant des sommes en jeu, plus la confiscation en valeur des sommes en jeu. Voilà. Donc c'est la répression douanière classique. C'est plus du tout la même musique, bien entendu. Bon. Et cette disposition, elle existe toujours, puisque c'est notamment sur le 459 du Code des douanes qu'on travaille sur les violations d'embargo financier. Bien. Donc, vous pouvez choisir le texte de répression. Il est évident que la logique voudrait qu'on réprime selon le Code des douanes, qu'on travaille et qu'on réprime selon le Code des douanes. C'est beaucoup plus dissuasif. Et je vous garantis que si, par exemple, dans la liste HSBC, plutôt que de faire beaucoup de moulinets dans les médias, les gars avaient été tamponnés par la DNRED et s'étaient vu dire, bah voilà, on a les informations, tac, tac, donc la douille s'étend, on transige, sinon c'est la correctionnelle avec 5 ans de prison potentiellement au bout, vous auriez eu énormément de régularisation. C'est mon avis, peut-être que je me trompe, mais je ne suis pas sûr. Ce n'est pas la solution qui a été choisie. Encore là, dans le cadre de la discussion du projet de loi de fraude fiscale, il y a des amendements qui avaient été proposés, présentés pour clarifier la situation, pour que vraiment on revienne sur le traitement douanier des comptes bancaires étrangers. Tout cela a été refusé, parce que là, ce n'est pas une question de couleur politique droite-gauche, ça c'est la constante administrative. Tout cela a été refusé. On pourra en discuter sur les raisons de ce refus, parce que la raison, c'est qu'il ne faut surtout pas que la douane intervienne là-dedans. Il ne faut pas montrer que la douane est performante en ces matières-là, parce que sinon on ne peut pas justifier des suppressions d'effectifs. Donc tout ça a été rejeté, enfin refusé. Mais ça peut rebondir, cette affaire-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a une petite décision du Conseil constitutionnel qui est passée inaperçue, vous l'avez peut-être vu, sur les fraudes sociales et sur les différentes incriminations, les textes d'incrimination en fraude sociale et la concurrence des textes d'incrimination en fraude sociale. Et le Conseil constitutionnel a censurer les textes les plus sévères. Tac, terminé. Il les a déclarés contraires à la Constitution. Voilà. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le jour où vous avez un avocat qui est bien luné et qui sait regarder un peu Légifrance et qui sait travailler sur Internet, que son client se prend une amende fiscale pour détention de compte bancaire à l'étranger, qui n'a absolument pas une vocation fiscale, mais juste une vocation répressive, au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, là, qu'est-ce qu'il va faire, l'avocat ? QPC, constitutionnalité de l'article de sanction, ça doit être le 1736 du Code général des impôts, je crois. QPC sur la constitutionnalité de l'article de sanction du Code général des impôts, au regard de l'existence d'une incrimination visant exactement les mêmes faits dans le Code monétaire et financier qui ne réprime que de 750 € d'amende. Voilà. Je pense connaître, si le Conseil constitutionnel fait du droit pur, quel serait le sens de la décision. Il y a un vrai risque juridique. Le Code des douanes n'est pas visé parce que l'infraction douanière, vous le savez, vous êtes tous passés par l'école des douanes, enfin ceux qui sont douaniers dans la salle, a une double nature. Il y a la nature fiscale et la nature répressive de la sanction douanière. Donc le Code des douanes, lui, serait protégé en termes constitutionnels, mais pas du tout le Code général des impôts. Parce que cet article de sanction de la détention des comptes bancaires étrangers, lui, n'a qu'une nature répressive. Donc voilà. La solution, à mon avis, c'est de travailler au Code des douanes pour les comptes bancaires à l'étranger. Ce n'est pas celle qui a été choisie. C'est juste une question d'orientation politique et d'instruction politique, puisqu'il n'y a pas besoin de changer le droit pour le faire. Les assises. Alors sur les assises, là aussi c'est un peu technique. Je pense dans le cadre des états généraux de la douane, vous auriez une chose à faire, si ça n'a pas été fait, mais je crois d'après les renseignements que j'avais pris que ça n'y est toujours pas, c'est le problème de la gestion de MCS. Vous connaissez donc le système MCS européen.
qui s'appelle Gamma, je crois, maintenant en France. À l'époque, quand je montais à la commission en réunion de comitologie sur l'antifraude, on avait proposé ça. Je montais au titre de la DNRED et je leur avais dit, voilà, on a une validation au départ du titre de mouvement, mais il n'y a pas de validation à l'arrivée. C'est-à-dire la chose que le système contrôle, c'est la validité du numéro d'ACCIS du destinataire, savoir s'il est entrepositaire agréé ou pas, dans la base CID. Si on fait une double validation au départ, mais aussi à l'arrivée, pour que le titre de mouvement soit validé, on s'évite des tas de mécanismes de fraude bien connus avec l'usurpation du numéro d'ACCIS du destinataire. La Commission européenne n'avait pas voulu daigner, alors c'est pas compliqué, c'est une ligne de code dans le logiciel, mettre en place la double validation. Alors on peut comprendre aussi sa position parce que ça voulait dire que ça reportait d'une certaine manière la responsabilité financière sur le pays de destination et non plus sur le pays de départ, ce qui est le cas normalement dans le système actuel. Alors après, je ne sais pas si ça a évolué, puisque moi j'ai quitté la douane en 2003, mais à l'époque, on était parti sur un système avec une simple validation au départ, qui du coup ouvre la porte à des fraudes énormes, simplement par usurpation des numéros d'assises, puisque ce n'est pas la simple consultation de la base CID qui vous permet de savoir si oui ou non la personne qui se présente comme étant le destinataire de la marchandise est véritablement le destinataire de la marchandise. Voilà. On peut tout à fait usurper le nom d'une société, un numéro d'assise. Le camion part avec le titre de mouvement, puis après, rouler jeunesse, les cigarettes et les bouteilles d'alcool, elles se baladent dans la nature, éventuellement du côté de l'Angleterre ou de l'Irlande. Donc là-dessus, ce serait quelque chose de relativement simple, à mon avis, à mettre en œuvre. Techniquement, politiquement très compliqué, parce que ça veut dire négociation communautaire, et je pense que on serait parti pour un tour de piste de 10 ans encore au niveau de la Commission. Mais bon, c'est comme ça. Les montages frauduleux. Comment est-ce qu'on peut travailler sur les montages frauduleux? Là, ça concerne un peu moins la douane, mais on va le voir, elle peut intervenir à la marge avec l'item suivant. Les montages frauduleux, le projet de loi actuel, a priori, traite bien du sujet, avec la création du délit de fraude fiscale en bande organisée pour travailler en pair Ben 2 sur ces types de montages. Alors, le projet ne va pas assez loin sur la protection des lanceurs d'alerte. Le projet a adopté une rédaction de l'utilisation des données illicites complètement inopérante à mon avis, mais bon, ce n'était pas la rédaction initialement proposée, mais c'est très compliqué, et puis il y a toujours des gens qui viennent mettre leur grain de sel, donc quand on lit la manière dont l'utilisation des données, entre guillemets, illicites, c'est-à-dire les données volées, tout simplement, par exemple les listings bancaires, peuvent être utilisés, moi je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'utilisation. C'est, à mon avis, rédigé de manière à le rendre inopérant. Peut-être qu'il faudra revenir sur cette rédaction, mais bon, ça a déjà le mérite d'arriver. Donc, on va voir ce que ça va donner dans les années à venir sur ce dispositif. Et enfin, le dernier axe en matière de lutte contre la fraude sur lequel la douane peut travailler, et en tout cas est à mon avis le mieux placé, c'est la lutte contre le trafic d'espèces. Alors, quand on travaille sur le trafic d'espèces, en fait, on travaille sur tout. Parce que le trafic de cash, c'est quoi? Le cash, ça va être la fraude fiscale, bien évidemment, l'évasion fiscale, ça va être le travail au noir, mais ça va être toute la criminalité, toutes les activités criminelles traditionnelles, le trafic de stupes, le proxénétisme, etc. Tout ce qui est activité illicite, vous allez avoir du cash qui circule. Voilà. Et aujourd'hui, certes, vous avez des constatations au MOD, mais comme je l'expliquais il y a une dizaine de jours aux médias, le bon fraudeur, celui qui est un peu chevronné, qui connaît le système, il ne va surtout pas essayer de passer le pognon en contrebande. Il faudra être fou pour le faire. Il va prendre un passeur, éventuellement non résident fiscal pour pas qu'ils soient enquiquinés par les impôts, et le passeur va déclarer les sommes. Et là, ça va passer. Et vous êtes douanier à la frontière, vous avez M. Dupont qui est résident de je ne sais pas quel pays, qui arrive, qui vous dit, voilà, j'ai 300 000 euros. Oui, vous prenez la déclaration, et après, voilà. Il n'y a plus de questions derrière. Juridiquement parlant, vous ne pouvez pas poser de questions. Et M. Dupont, il part avec sa valise, et effectivement, c'est mis dans une banque de données, c'est bien, M. Dupont est passé avec 300 000 euros. 3 jours après, M. Dupont revient avec 500 000 euros, 15 jours après, il repart avec 1 million d'euros. Voilà, vous le notez, c'est bien. Mais personne ne va aller poser de questions derrière. Et si les résidents fiscaux, quand bien même la DGFiP ferait, dans un éclair d'envie d'enquêter, une demande de communication à L83, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il n'est pas résident fiscal. Donc il n'y a rien. 2,2 milliards en 2012 qui se baladent comme ça, sur lequel personne ne pose de questions. 2,2 milliards en cash. Ça, c'est ce qui se balade officiellement. Si on suit l'article du Parisien, on serait sur un trend de 400 000 en MOD pour 2013. Ça veut dire, on sait très bien comment ça se passe, que si on chope 400 000, combien il y en a qui circulent de l'autre côté. Bon. Alors là-dessus, il y avait une proposition qui avait été faite,
C'est un amendement de Yannick Moreau, je crois que c'est un député qui était là ce matin, qui était passé vous voir, qui avait été déposé à l'Assemblée, donc un député UMP, Yannick Moreau, qui avait été rejeté en commission des finances, puisque la rapporteure de la commission des finances a expliqué comment ça allait embêter les pauvres commerçants qui amènent leurs recettes le samedi à la banque. Ce même amendement avait été repris par le groupe CRC, par Éric Bocquet au Sénat. Donc vous voyez, il y avait vraiment une espèce d'œcuménisme politique en la matière. Le ministre du Budget n'en a bien sûr pas voulu. L'amendement, c'était quoi? C'était de faire un 215 cash. Alors, quand je dis 215 aux douaniers, ça parle. Pour les non-douaniers, ça ne parle pas. L'article 200, faire un 215 cash, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, de donner le pouvoir juridique à la douane, de demander à première réquisition la justification de l'origine légale des fonds transportés, quel que soit l'endroit sur le territoire, dans un contrôle à la circulation, par exemple, au-dessus de 10 000 €, avec le même seuil qu'au passage frontière. Et aussi, d'ailleurs, de le demander au passage frontière, c'est la même chose. Alors là, ça change complètement la donne, parce que vous imaginez bien que si, au cours d'un contrôle à la circulation, vous trouvez un gars avec 50 000 € et qu'il n'est pas capable de vous justifier d'où ça vient, si c'est de l'argent honnêtement gagné, il vous justifiera toujours d'où ça vient, éventuellement avec un délai de 24 heures. Le commerçant, il vous justifiera que c'est sa recette, il n'y a pas de problème. Par contre, le trafiquant, lui, il aura un peu de mal. Il aura un peu de mal. Et là, avec un 215 cash, paf, immédiatement, vous avez l'infraction douanière constituée, réputation, machin, etc. Bing, c'était fini. L'affaire était pliée. Idem au passage frontière. La personne qui se balade avec 1 million d'euros, qui vous fait la déclaration. Première question, avez-vous des sommes petites de valeur à déclarer? Oui. Voilà. Deuxième question, justifiez-nous de l'origine légale des fonds. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est là, c'est la deuxième question qui est intéressante, c'est celle qui n'est jamais posée. Donc l'idée de l'amendement, c'était de donner le pouvoir juridique de poser cette question. Il n'a pas été voté, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Bon, il y a des trucs comme ça. Bref, voilà. Donc tout ça pour vous dire que quand on a brossé les 4-5 points sur lesquels on peut vraiment travailler de manière efficace, simple, sur la fraude aux finances publiques et surtout avec du rendement derrière, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que qui est l'administration la mieux positionnée, la mieux armée, parce que c'est sa culture. Quand on parle du contrôle d'échange, voilà, on sait comment on travaillait jusqu'en 84-85. Ça datait du général de Gaulle quand même, cette manière de travailler. On sait quelle est l'administration qui a la culture, on sait quelle est l'administration qui a les pouvoirs pour le faire, c'est l'administration des douanes. Après, le problème, c'est pourquoi est-ce que ce n'est pas l'administration des douanes qu'on met en pointe dans cette lutte. Moi, je vous dirai en conclusion ce que j'en pense. Pour revenir dans le sujet, la lutte contre la fraude garantit de la concurrence loyale. Oui, bien évidemment, surtout quand on parle de fraude à la TVA. Instinctivement, on voit bien, quand on est un peu libéral économiquement, qu'on a besoin de lutter contre la fraude, parce que sinon c'est la jungle, et les hitchhikers, ils en profitent. Donc la fraude, c'est antilibéral par espèce. Alors, la fraude, c'est les pas libéraux, je ne sais pas comment ils s'appellent, les marxistes, c'est aussi anti-marxiste par espèce, mais la fraude, c'est aussi déjà antilibéral par espèce. Donc par définition, la lutte contre la fraude, elle est censée recueillir l'assentiment général, quelles que soient les idées politiques. Il y a aussi quelque chose d'autre qui est quand même important, c'est qu'on peut difficilement justifier de la hausse des impôts, de la hausse des prélèvements obligatoires, si on ne lutte pas contre la fraude. Et aujourd'hui, ça paraît beaucoup dans la presse, le ras-le-bol fiscal, etc., etc., vous ne pouvez pas décemment justifier des hausses des prélèvements pour lutter contre les déficits si à côté de ça, vous ne luttez pas contre la fraude. Ce n'est pas possible. Il va y avoir un moment où les gens vont vous dire « stop ». On ne veut plus payer d'impôts, on ne veut plus se faire raboter nos prestations, on ne veut pas se faire raboter nos retraites si à côté de ça, vous ne luttez pas contre la fraude. Parce que allez donc chercher d'abord l'argent chez les bandits plutôt que de venir le chercher dans la poche des honnêtes gens. Et ça, c'est un discours... Et ça... Vous voyez, ça marche. Ça, c'est un discours qui prend très bien, que les gens soient de gauche ou de droite, ça prend très bien. Je peux vous dire que, de toute manière, dès que vous commencez à parler du portefeuille, il n'y a plus de gauche et de droite. Mais bon. Voilà. Si vous voulez, le niveau des prélèvements obligatoires, il faut bien avoir conscience que le niveau des impôts, ce que je dis toujours, c'est que c'est une décision politique. Ça, c'est la décision du corps électoral. On peut être d'accord avec les hausses d'impôts, on peut être contre les hausses d'impôts, on peut être pour ou contre la répartition sur les uns ou sur les autres. Ça, c'est une décision qui se prend au moment des élections législatives, tous les 5 ans, voilà, normalement. Et c'est le corps électoral, c'est comme ça que ça fonctionne en démocratie. C'est les électeurs qui décident, selon ce que les gens vont leur dire ou selon ce qu'ils peuvent sentir, de ce qui va se passer, oui ou non, aux hausses d'impôts. Voilà. Bon, ça, c'est une décision politique en démocratie. En revanche, la lutte contre la fraude, c'est une question de morale.
Et c'est une question de principe dans notre République et dans notre démocratie, parce que quel que soit le niveau des prélèvements obligatoires, quelle que soit la répartition de ces prélèvements sur la population, les entreprises, etc., celui qui fraude, il se met hors la loi. Et le principe quand même dans notre démocratie, c'est de respecter la loi. Voilà. Le débat sur le niveau des impôts, on peut considérer qu'il y a trop d'impôts, que trop d'impôts tue l'impôt, etc. Donc on peut avoir une vision très courbe de l'affaire des choses, c'est la mienne, je ne vous le cache pas, mais le corollaire, c'est que ça, c'est une décision qui se prend au niveau des élections législatives quand le temps politique vient de prendre cette décision, de la part du corps électoral. En revanche, au quotidien, la lutte contre la fraude, c'est quelque chose qui doit être assuré, quel que soit le niveau des prélèvements obligatoires, parce que sinon, vous n'assurerez plus du tout le consentement à l'impôt et vous allez faire exploser le pays. Et aujourd'hui, on n'est quand même pas loin de ça, d'un ras-le-bol quand même de la population qui se rend bien compte. Les gens, ils sentent les choses. Pour en avoir quand même croisé quelques-uns, puis avoir fait des groupes de parole à l'époque où j'étais à Bercy, à la délégation nationale de lutte contre la fraude, on avait fait comme ça des groupes avec les personnes, et les gens, ils le sentent, ça. Ils sentent qu'il y a un problème. Ils sentent que eux, leurs impôts, leurs charges augmentent, et ils voient bien qu'à côté, il y a de la fraude sociale, il y a de la fraude fiscale, et qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Et c'est vrai que le bon sens a quand même du bon, et de se dire, luttons d'abord contre la fraude plutôt qu'augmenter les prélèvements. Voilà. Du coup, vous me direz, alors c'est très simple, armons la douane et partons en avant. Oui, c'est ce qu'il faudrait. À mon sens, et ça c'est ma position, alors c'est peut-être mon côté sentimental d'ancien douanier qui parle, mais je pense, en tant que magistrat, pour avoir vu comment ça fonctionne de tous les côtés de la barrière et pour avoir été pendant 4 ans dernièrement à Bercy à la coordination de la fraude, je sais que la douane est la mieux armée, juridiquement parlant et opérationnellement parlant, pour traiter ce type de fraude. Elle ne peut pas traiter toute la fraude fiscale, mais sur des points très particuliers, évasion fiscale, évasion de capitaux, fraude à la TVA, les assises, effectivement, c'est son cœur business, mais fraude à la TVA, évasion de capitaux, montage donc un peu complexe, frauduleux, c'est la douane qui est la mieux armée. La vraie question qui se pose et que vous devez vous poser, c'est pourquoi est-ce que la décision n'est pas prise de vous utiliser, vous, en tant que douanier, pour mettre en œuvre ces méthodes de travail, pour mieux lutter contre la fraude. Voilà, ça, c'est la vraie question. Et un élément de réponse, c'est qu'on peut difficilement justifier de suppression de postes si dans le même temps on dit que c'est cette administration-là qui est la mieux à même de lutter contre la fraude, celle qui coûte le plus cher. Et là, on est sur un vrai problème de structure administrative. Là, c'est pas politique, droite-gauche, c'est vraiment sur les relations administratives. Il va y avoir des arbitrages à faire. Et aujourd'hui, je crains que les arbitrages ne soient pas rendus en faveur de la DGDDI. Quand bien même la douane serait la mieux à même de lutter contre un certain nombre de phénomènes, je crains que la bride ne soit pas laissée sur le coup, parce que si vous démontrez de manière très opérationnelle que vous êtes les mieux à même de lutter contre la fraude, ce sera beaucoup plus difficile de vous sucrer les postes derrière, si vous me passez l'expression. Voilà, on est dans ces arbitrages-là. Je vais laisser la parole à Fabrice, parce que je la monopolise un petit peu, puis après on peut discuter, c'est le jeu du débat. Mais je crains que vous acheminiez vers des jours qui ne chanteront pas. Vous risquez d'avoir un futur un peu difficile en matière de réduction d'effectifs, parce que je n'ai pas l'impression, pour avoir un peu vécu le débat parlementaire sur la loi fraude fiscale, que la DGDDI soit considérée comme devant être le fer de lance de la lutte contre la fraude aux finances publiques. Et c'est bien dommage, parce qu'à mon avis, c'est vous qui êtes les plus performants. Mais bon. On ne va pas perdre trop de temps, on va donner la parole directement à Fabrice Arfi, qui va, lui, nous parler de la fraude, mais d'une autre manière, d'une manière peut-être plus systémique à travers les enquêtes qu'il fait. Voilà. Le petit prisme qui est le mien. Merci à tous pour l'invitation. C'est toujours un moment important et même, osons les mots, émouvant quand un journaliste peut partager l'expérience qui est la sienne avec les acteurs du contrôle, des contre-pouvoirs que sont les douanes et d'autres. Alors, je vais parler évidemment sous le contrôle de votre expérience, de votre expertise, de votre érudition, celle de Charles, et du point de vue qui est le mien, qui est celui du petit emmerdeur avec sa loupe, son calepin et son stylo, qui essaye de mettre sur la place des informations d'intérêt public pour nourrir une conversation, quelle que soit
les idées politiques, les idéologies, les partis, sur ce grand mot qu'on appelle démocratie. Moi, je travaille à Mediapart depuis 2008, c'est-à-dire depuis son lancement. J'ai eu la chance d'avoir à travailler et d'avoir eu à révéler quelques affaires dont on a un peu parlé, de toutes ces histoires-là, que ce soit l'affaire Bettencourt, l'affaire Karachi, l'affaire Takieddine, l'affaire Kadhafi, l'affaire de votre ancien ministre de tutelle ou d'autres. Un simple constat nous permet d'observer qu'il y a un invariant, toujours, sont les paradis fiscaux. Dans toutes ces affaires, il y a un fil rouge qui est présent. J'ai oublié l'affaire Bettencourt. Ce sont ces boîtes noires qui sont en quelque sorte le symbole, je crois, de l'enrichissement de quelques-uns en même temps que l'appauvrissement de tous. Je dis ça parce que c'est vrai que quand on fait des révélations, qu'on fait des enquêtes, qu'on est à l'origine du scandale, ce avec quoi je n'ai absolument aucun problème. Le scandale permet de sensibiliser non pas l'opinion publique, parce que je ne sais pas ce que c'est, mais les opinions publiques. Il est vrai que pour nous, c'est compliqué, journalistes, et peut-être nous ne sommes pas à la hauteur de ce point de vue-là, de faire la pédagogie de ce que nous racontons. C'est pourquoi ça a du sens, au-delà du caractère un peu parfois spectaculaire ou du fait divers, du grand fait divers financier qui met en cause telle ou telle personne connue. Il y a un effet de sens terrible et que vous connaissez évidemment par cœur, Charles Prats en a parlé, ce sont donc ces paradis fiscaux. Alors, pour dire les choses telles qu'elles sont, moi je pense que nous avons dans notre pays, au regard de ce que je peux observer d'où je suis, qui est une toute petite fenêtre, un déficit culturel total, entier, sur ce qu'est et ce que devrait être la lutte contre les paradis fiscaux et la corruption, comme si c'était quelque chose qui flottait comme ça au-dessus de nos têtes et qui était totalement déconnecté du quotidien de nous tous. La corruption, c'est notre argent. Les impôts, s'il y a moins de corruption, il y a moins d'impôts. S'il y a moins de paradis fiscaux, il y a moins d'impôts. On peut, le ras-le-bol fiscal, quoi qu'on pense de l'expression et de ce climat de discussion, mais est directement lié à l'efficacité ou non, à l'efficience ou non, à la culture ou non de lutte contre les paradis fiscaux et contre la corruption. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas fait, de lire un livre d'un journaliste anglo-saxon qui s'appelle Nicolas Shaxson, qui est collaborateur du Financial Times et de The Economist, qui sont quand même pas réputés pour être des organes de presse révolutionnaires. Un livre qu'il a publié en France aux éditions André Versailles, qui s'appelle « Les paradis fiscaux », sobrement titré, et qui nous montre que ça n'est pas la marge de l'économie mondiale, qui sont au cœur de l'économie mondiale. Un seul chiffre, je parle sous le contrôle de Charles qui connaît ça encore mieux que moi, mais on évalue, même si c'est toujours compliqué de faire une évaluation précise, mais le montant de l'argent placé dans les paradis fiscaux entre 20 000 et 30 000 milliards de dollars. Entre 20 000 et 30 000 milliards de dollars, c'est quasiment le PIB cumulé des États-Unis et du Japon. Un rapport de juin 2010, si je ne m'abuse, du FMI, qui n'est pas non plus connu pour être une organisation internationale extrêmement révolutionnaire, évoquait, la 5e internationale, évoquait que pour les seuls paradis fiscaux insulaires, donc les îles qu'on connaît bien, Jersey, Caïmans, les îles Vierges britanniques, le produit de la fraude fiscale, enfin de l'argent placé dans ces paradis fiscaux était de 18 000 milliards de dollars en juin 2010. Bon, donc, comment dire, le discours qui, je crois, est un propos qu'on peut avoir quasi mathématique, au-delà des sensibilités partisanes. En effet, la lutte contre la fraude, contre la corruption, contre les paradis fiscaux n'est ni de droite ni de gauche. C'est notre argent dont nous parlons. Quand on s'y attaquera vraiment, je crois sincèrement qu'on entendra un peu moins parler d'austérité ou de rigueur dans le débat public. Parce que notre argent,
il n'est pas toujours là, il est aussi ailleurs. Et c'est vrai que culturellement, c'est très dur, y compris dans le débat politique, à faire comprendre, je trouve, et peut-être nos enquêtes ne parviennent pas assez, au-delà des mises en cause, entre guillemets, et des révélations, de sensibiliser les opinions publiques à ce constat-là, qui est un constat qui doit tous nous réunir, quelles que soient, encore une fois, les sensibilités. Une phrase du ministre des Finances de Roosevelt, M. Morgenthau, Henry Morgenthau, sur l'impôt. Et donc, une phrase qu'il prononce quand il lance un grand mouvement de lutte contre la fraude fiscale. Il dit « Les impôts sont le prix à payer pour une société civilisée ». Je ne suis pas sûr qu'une telle phrase soit unanimement reçue aujourd'hui par tout l'échiquier de la classe politique. On l'a vu à la faveur de l'affaire Cahuzac, qui malheureusement, dans le débat public, et après, on ne va pas revenir sur tout ce qu'a été la bataille qu'il a fallu mener pour une sorte de marge de la vérité, qui s'est résumée malheureusement, je trouve, autour de « il a menti », voilà, le mensonge. Voilà, une espèce de sentimentalisme qu'il pouvait y avoir autour du mensonge. Mais comment peut-on mentir comme ça à l'Assemblée nationale? Mais comment peut-on mentir? C'était même la une du journal Le Monde qui avait titré, avant la résolution de l'affaire, « Cahuzac a-t-il menti au président de la République ?» Quasiment, je trouve une une quasiment monarchique, là. Le problème n'est pas qu'il ait menti au président de la République, mais à tout le monde, aux citoyens, au peuple. Et le mensonge, pour moi, est une absolue non-affaire. C'est-à-dire que je considère qu'un être humain en difficulté, ça fait partie des fragilités humaines. On peut mentir. Le problème, c'est pas qu'il ait menti. Le problème, c'est que le mensonge a été accompagné. Un vieux proverbe écossais dit « Il n'y a pas de mensonge s'il n'y a personne pour l'écouter ». Bon. Et là, il y avait beaucoup de gens pour écouter le mensonge. Et la question est quand même de savoir comment, dans une société moderne, on peut avoir un ministre du budget qui fraude le fisc depuis 20 ans. Comment il n'existe pas institutionnellement des contre-pouvoirs pour qu'on ne puisse pas nommer cet homme-là à ce poste-là. Et il existe dans d'autres démocraties des façons de vérifier avant de nommer des gens à des postes clés. Si on prend la démocratie américaine, ils ont le principe de ce qu'on appelle le vetting, où on déshabille un homme public avant de le nommer à un poste clé. Et je peux vous assurer que si nous avions fait ça pour M. Cahuzac, il n'aurait jamais été ministre du budget. Jamais. Si on prend 10 ans de déclaration fiscale, qu'on compare avec les revenus de la clinique d'implant capillaire, les revenus officiels de ses activités de lobbying pour l'industrie pharmaceutique, ça ne colle pas. Et c'est comme ça que moi j'ai eu l'intuition, le nez qui pique sur l'éventuelle existence d'un ou plusieurs comptes à l'étranger de M. Cahuzac. C'est pas, voilà, c'est simplement parce que alerté sur ce qu'étaient les émoluments officiels de la clinique, ses activités de lobbying, et avoir eu la chance, grâce à quelques sources dans l'administration fiscale, de comparer avec ce qu'il avait déclaré sur 4-5 années au début des années 2000, bah, ça ne collait pas. Il y avait de l'argent qui nécessairement était ailleurs. Et de fil en aiguille, en remontant le fil, après plusieurs mois d'enquête, voilà, on est mis sur la piste d'un compte à l'étranger, puis d'un autre, etc. etc. Mais ça, c'est avant qu'il soit nommé. Ça n'a pas existé. Aucun contre-pouvoir. Nous avons eu un ministre du budget qui est un fraudeur fiscal. Ce qui détruit totalement la légitimité du politique ensuite. C'est terrible pour rattraper l'effet de souffle d'une telle situation. Ça, c'est avant les révélations de Mediapart. Et puis, il y a après les révélations de Mediapart, qui ont débuté le 4 décembre 2012. Je suis désolé, le mensonge a été accompagné. Le mensonge a été accompagné par une partie de la classe médiatique. Alors, il ne s'agit pas du tout de dire qu'il y a Mediapart et le reste des médias, parce que ça n'est pas vrai. Et je peux en témoigner d'expérience personnelle dans cette histoire. C'est que, au moment où nous étions le pire du journalisme, parce que M. Cahuzac démentait, un petit groupe informel de journalistes de différentes rédactions, alors
je peux le dire parce qu'on ne s'en est jamais caché, ça a été le cas avec Antoine Peillon, mais d'autres journalistes, ici d'un hebdomadaire, là d'un quotidien, ailleurs de la presse étrangère, nous avions formé une espèce de pool d'enquêteurs informels et nous nous retrouvions tous les vendredis soirs dans un bar à côté du Louvre et nous mutualisions nos informations sur l'affaire Cahuzac. Le fait est qu'il n'y a eu, dans ces moments-là, que Mediapart qui a pu les sortir. Alors après, aux autres rédactions et surtout aux directions de rédaction et parfois aux actionnaires, d'expliquer pourquoi ça n'a pas été possible. Donc oui, il y a eu un accompagnement médiatique d'une espèce de société médiatique du commentariat, où le bavardage a plus d'importance que les faits. Alors ça s'est beaucoup cristallisé, et il ne s'agit pas du tout de vindicte personnel, parce que ce n'est pas la question, mais autour de certains éditorialistes que l'on entend le matin à la radio et que l'on voit le soir à la télé, et qu'on peut lire entre les deux sur Internet dans un blog. Mais c'est une vraie question qui nous interroge, nous, journalistes, sur, je crois, moi, toujours, que le fait doit avoir la primauté dans notre métier. Et ce ne sont pas les opinions qui font l'opinion, ce sont, à mon avis, les faits qui font l'opinion. Ça, c'est le premier accompagnement du mensonge. Et puis le deuxième accompagnement du mensonge, quoi qu'en conclue la commission d'enquête parlementaire, ça a été un accompagnement pour partie gouvernemental. Comment expliquer que, d'abord, l'action judiciaire a été mise en branle suite à une lettre un peu anormale, folle, du directeur de Mediapart, Edoui Plenel, qui écrit au procureur de la République de Paris, fin décembre, en disant « mais il ne se passe rien judiciairement. Si nous avions révélé des faits sur un trafic de drogue dans une cité populaire de je ne sais quel quartier, enquête préliminaire le lendemain. Là, ça fait 1 mois et il ne se passe rien. » Et le procureur de Paris, M. Molins, l'a dit à la commission d'enquête parlementaire, ce courrier a été considéré comme l'accélérateur, voire le déclencheur de sa décision d'ouvrir une enquête préliminaire, en disant, c'est très simple, j'ai pris ce courrier, qui était un courrier public, comme une lettre de dénonciation. C'est-à-dire que si c'est vrai, nous poursuivons M. Cahuzac, si c'est faux, nous poursuivons M. Plenel pour dénonciation calomnieuse. Mais sans cela, qui est un geste, et je le dis parce que Edoui le dit aussi, est un geste anormal. C'est pas normal qu'un directeur de journal écrive comme ça publiquement au procureur de la République en disant « mais qu'est-ce qui se passe, bon Dieu ?» Bon, 10 jours avant cette lettre, que s'est-il passé? Le détenteur de la pièce à conviction principale du début de l'enquête, qui est ce fameux enregistrement qui montrait que M. Jérôme Cahuzac était celui qui parlait encore le mieux du compte suisse de Cahuzac-Jérôme. Le détenteur de cet enregistrement, quoi qu'on pense du personnage, M. Gonel, ancien bâtonnier d'Agen, ancien rival politique, en effet, de M. Cahuzac, le 15 décembre, va voir l'Élysée. Il va à l'Élysée pour dire au magistrat suprême « Je suis le détenteur de l'enregistrement, tout est authentique. Tout est authentique. » Il est en relation avec qui? Avec le directeur adjoint de cabinet de M. Hollande, M. Zabulon, qui le prend une première fois au téléphone, qui dit que c'est très intéressant, et la deuxième fois le congédie en lui disant « Je ne peux pas continuer la conversation, je dois aller terminer l'arbre de Noël de l'Élysée. » Ce que je dis là, je ne l'invente pas. C'est M. Zabulon qui l'a dit lui-même devant la commission d'enquête parlementaire. Et vous retrouverez le compte rendu. Et que s'est-il passé? Rien. On a, comme les 3 singes, on n'a rien fait. On a attendu. On a courbé l'échine. Et puis, après l'ouverture de l'enquête préliminaire, c'était le 8 janvier 2013, alors que les policiers de la Division nationale des investigations financières et fiscales, qui, je crois, ont compris très vite de quoi nous parlions, travailler, le 24 janvier, et j'en viens à ce qui me paraît être le plus essentiel, est lancé depuis Bercy une demande d'entraide administrative avec la Suisse. Donc, c'est-à-dire que nous avons un pouvoir exécutif qui lance une enquête parallèle dans le dos de la justice qui n'en est pas informée. Encore une fois, le procureur Molins l'a dit à la commission d'enquête parlementaire. Pouvoir exécutif qui lance une enquête parallèle sur l'un de ses membres en posant une mauvaise question à l'administration fiscale suisse
qui donnera une réponse, qui était la réponse attendue et qui permettra de faire la une du journal du dimanche. Les Suisses ont blanchi Cahuzac. Et la première chose qui se passe quand cette enquête revient en France, c'est qu'on la donne au procureur de Paris, en espérant qu'il ne fasse pas, lui, sa demande d'entraide judiciaire. Il prendra cela, et heureusement que le procureur de Paris dira « mais ça vaut pas tripette, votre affaire ». Donc moi, je fais ma demande, et sa demande arrivera à l'inverse. C'est-à-dire que oui, il y avait bien des avoirs occultes en Suisse, puis à Singapour, qui ont été transférés comme nous l'avions écrit. Mais s'il n'y avait pas eu ce moment du procureur de la République qui ne prend pas pour argent comptant ce que la DGFiP lui ramène, c'était terminé. Le mensonge aurait été la vérité. Et Mediapart aurait continué à être le pire du journalisme, car nous sommes devenus des héros de cette histoire qui est absolument absurde. Nous ne sommes ni le pire ni le meilleur du journalisme, on a juste fait notre travail à partir du moment où M. Cahuzac a avoué. Bon, c'est absurde. Et j'en terminerai là-dessus, et après, je pense que c'est évidemment la discussion qui est le plus intéressant entre nous tous. Toutes les batteries de projets de loi et de lois qui ont été en discussion au Parlement, à mon avis, du point de vue culturel, ont montré que nous ne sommes pas encore adultes démocratiquement sur la lutte contre la fraude fiscale. C'est le maintien de ce qu'on appelle le verrou de Bercy sur la judiciarisation des affaires de fraude fiscale, qui pour moi est symboliquement, et parce que c'est notamment symboliquement, c'est très important, est un signal fou qui est envoyé aux fraudeurs. C'est-à-dire qu'on considère, le verrou de Bercy, vous connaissez évidemment tout ça, on considère que la fraude fiscale n'est pas un délit comme un autre. Nous sommes, sous contrôle de ce que c'est Charles, peut-être la seule démocratie où l'administration fiscale, c'est elle qui a le monopole de savoir si on judiciarise ou pas la révélation d'un délit, et que la justice ne peut pas avoir la main là-dessus. Vous vous rendez compte le signal, c'est-à-dire que la fraude fiscale, ça n'est pas un délit pénal qui est une tragédie pour la société comme tous les délits pénaux, mais qui est en fait quelque chose avec lequel on transige. Ce qui, entre nous soit dit, le verrou de Bercy permet tout un tas d'accords secrets, de discussions et de non-judiciarisation qui sont évidemment extrêmement dommageables. Donc, même si on peut évidemment considérer qu'il y a des avancées ici ou là, on parle de moralisation de la vie publique, de transparence, de lutte contre la fraude fiscale, mais ça fait 30 ans qu'on entend ça. Ça fait 30 ans qu'il y a des affaires, 30 ans qu'on dit qu'on va moraliser, qu'on va améliorer, et c'est de mon point de vue, un électrochoc culturel dont notre pays a avant tout besoin pour considérer que, a fortiori dans un monde en crise, la lutte contre la corruption et les paradis fiscaux est un enjeu démocratique numéro 1. Voilà. Bon ben merci aux deux intervenants qui nous ont montré à quel point notre démocratie était malade. Je propose qu'on donne la parole. Nous avons la chance d'avoir des hommes politiques ici du parti de gauche, des représentants du parti de gauche et du PC, qu'on leur donne la parole. Soit M. Delapierre, soit M. Mélenchon, soit M. Laurent, soit les trois, je ne sais pas. On a fait pouf pouf. On est une délégation petite mais éminente. Merci d'abord de votre accueil. On était là pour plusieurs raisons. D'abord une raison de soutien parce que vous avez dégusté le pire de la RGPP. Bon. Je crois qu'on comprend après ce qui a été dit que c'est pas par hasard, que c'est pas par coïncidence que c'est tombé sur votre administration, parce que vous contredisez une fable qui nous est servie quotidiennement, selon laquelle la mondialisation pourrait bien fonctionner selon ses propres règles. Que ce serait aux entreprises transnationales de faire leur propre contrôle qualité auprès de leurs fournisseurs, de gérer les rappels si éventuellement les produits ne sont pas aux normes, d'organiser librement leur prix de transfert, etc., etc., dans un objectif qui est de maximiser les profits que recueillent quelques entreprises, qui sont peut-être seulement une partie de l'économie de notre pays, mais la partie qui domine, qui fait la loi et qui la fera encore demain davantage
si par aventure le grand marché transatlantique entérine les tribunaux d'arbitrage, parce que c'est le bout de cette logique. La loi n'est plus faite par les citoyens et appliquée par des fonctionnaires dont c'est la tâche, mais c'est l'objet d'un rapport de force entre entreprises qui, avec une justice privée, s'arrangent entre elles, et un rapport de force, par définition, est toujours emporté par le plus fort. Donc on voulait apporter ce soutien à votre combat, vérifier aussi, je crois que ici, le service public est défendu, parce qu'on va en avoir besoin, parce que c'est indispensable pour la souveraineté d'un pays. C'est bien beau de voter, Jean-Luc, Pierre sont des sénateurs, un sénateur, excuse-moi Jean-Luc, je te remets quelques années en arrière, a été sénateur ou parlementaire européen. C'est bien beau, j'allais dire, de voter des lois, mais encore faut-il que l'État se donne le moyen de les faire appliquer. Et on voit qu'il y a un certain nombre de lois dont on ne se dote pas des moyens de les faire appliquer, et c'est une question de souveraineté qui est décisive. Parce que ce que disait l'intervenant précédent sur Spanghero est juste, c'est de la fraude à une cause économique. Dans un système de concurrence libre et non faussée, celui qui l'emporte, c'est celui qui tourne les règles du jeu à son avantage ou qui ne les respecte pas. Soit qui fait de l'innovation économique, donc il va changer les règles du jeu dans son secteur, soit il va tout simplement ne pas respecter la loi, faire travailler un peu plus longtemps, donc ne pas respecter les lois sociales, payer un peu moins d'impôts que ceux qui devraient, donc il ne va pas respecter les lois fiscales, etc., etc. Et donc il y a besoin de votre travail pour assurer ce contrôle, sans lequel le pays ne peut pas adopter des normes sociales appliquées pour de vrai, pas pour faire joli, pas pour faire de la communication. Le pays ne peut pas adopter des normes environnementales dont on a besoin pour sauver la planète, pas pour faire des colloques, parce que des colloques sur le sujet, il y en a suffisamment eu, sans qu'il y ait eu le moindre résultat concret sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Et au contraire, c'est l'effet inverse qui se produit. Donc on a besoin d'une administration efficace, et on est aussi venu là pour en avoir la conviction que vous savez comment faire, que vous avez des réponses concrètes, pratiques, réalistes, qui permettent de lutter contre les divers trafics qui ont été évoqués tout au long de la journée, qui sont tous différents dans leur forme, mais qui conduisent à la même chose, c'est-à-dire à la négation de l'intérêt public, de l'intérêt général au profit d'un petit nombre qui a décidé d'exploiter l'humanité autant qu'on le laisse faire. Voilà, donc merci de nous avoir appris beaucoup de choses et de nous avoir donné aussi du courage par votre mobilisation. Puis on essaiera de vous le rendre en racontant ce qui s'est dit, en utilisant les arguments, en le répétant ici ou là, parce que c'est un peu notre contribution, notre privilège, j'allais dire, conquis de haute lutte, pour pouvoir porter un bout de votre parole. Merci. Oui, non, Pierre-Laurent, juste un mot très, très bref, parce que j'étais surtout venu aussi pour écouter, profiter des conclusions de la journée, j'ai pas pu être là avant. Juste un mot pour réagir à ce qui a été dit à la fin sur le service public, enfin, et ce qui se prépare. Effectivement, on voit bien que tous les constats que vous faites, ça va se jouer au bout du compte aussi dans des choix très concrets pour savoir où on met les moyens ou pas pour mettre en œuvre des politiques de lutte efficaces. Et le rôle du service public est là au cœur du débat, et il faut qu'on porte ça très très fort parce qu'on sait que c'est gravement cause. J'ai fait une boutade le week-end dernier à la Fête de l'Humanité à propos d'une proposition qui avait circulé d'envoyer l'armée dans les quartiers de Marseille, et j'ai dit que plutôt que des contrôleurs des bataillons de CRS dans les quartiers populaires, peut-être qu'il vaudrait mieux envoyer des bataillons de contrôleurs fiscaux pour vérifier tout ce qui se passe sur la côte d'Azur de Marseille à Monaco en passant par Nice. Ce serait probablement plus efficace pour lutter contre les trafics et remonter à la racine de ces trafics. Donc, mais ce n'était pas qu'une boutade. On voit bien qu'il y a une exploitation de l'exaspération face aux conséquences économiques, sociales et aux conséquences sur la société de l'invasion d'une économie parallèle, et qu'au lieu d'exploiter ça, on ferait mieux de se préoccuper d'avoir des politiques publiques efficaces. Donc je pense que la journée qui est la vôtre là-dessus est bien. Et puis j'ai dit aussi ce week-end qu'il y avait une très grande bataille nationale, un très grand débat national à ouvrir sur le coût du capital, puisqu'on nous parle beaucoup du coût du travail. Effectivement, il y a des gâchis du capital, il y a des trafics
financiers extrêmement importants, et peut-être qu'on devrait ouvrir un débat un peu plus conséquent sur cette question pour reprendre l'offensive sur ce qui est à la racine de beaucoup de maux de la société qu'on essaye en permanence d'évacuer du débat public. Donc moi aussi, merci pour cette journée dont je sais qu'il y a derrière cette journée, ou avant cette journée plus exactement, énormément de travail, puisque vous m'en aviez parlé, vous m'aviez invité au congrès de la CGT quand vous commenciez à travailler sur ces journées, donc ça fait des mois que vous êtes dessus, et on va essayer là aussi de mutualiser votre travail, celui qu'on essaye de conduire, celui que conduisent des parlementaires de nos deux groupes, comme Éric Bocquet sur l'évasion fiscale, et tout ce travail-là pour essayer évidemment de lui donner de la force publique et politique, et lui donner des débouchés concrets dans les décisions. Donc merci à vous pour votre invitation et pour tout le travail accompli, dont on va essayer de faire profit, si je puis dire, les uns et les autres. Merci.